Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Elle a plusieurs cordes à son arc, activiste dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'Ivoirienne Lamazone Wassawane a également fondé en 2018 à Ouagadougou Kamé Lyon. Elle est l'auteure de Regards de vérité, tome 1, La candeur entachée. Le livre est paru le 15 mai 2019. Nous évoquerons avec elle son actualité, ses projets et ses rêves. Bonjour l'Amazone. Bonjour. Alors, d'où vous vient ce nom aussi particulier, l'Amazone Wassawane? Alors, l'Amazone, en fait, est le résumé de mon parcours parce qu'il a été assez atypique. J'ai été déscolarisée, j'ai été fille de ménage, bonne à tout faire, j'ai travaillé dans les maquis, dans les bars. J'ai pas honte de mon passé. Heureusement, j'ai pas touché, je suis pas descendue jusqu'à la prostitution. Et Wassawane est mon prénom d'Ida, qui a une signification, qui signifie en fait en terre à terre, on dira laisse mon affaire, parle de pour toi. Et un peu soutenu, on dira retire la poutre que tu as dans les yeux avant de t'occuper de la paille dans les miens. Et c'est tout moi, c'est toute ma vie. Et voilà, c'est un ami qui m'a appelé l'Amazone quand il a su d'où je suis partie aujourd'hui pour être 2 fois diplômée d'un master. Alors, aujourd'hui, vous êtes diplômé de master, vous êtes également activiste, vous êtes féministe, on en parlera tout à l'heure. Mais depuis le 25 novembre, les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes a débuté. Elle prendra fin le 10 décembre prochain. En tant qu'activiste, quel regard portez-vous sur cette thématique et qu'avez-vous fait vous-même pendant cette période? Alors pour moi, c'est symbolique d'avoir dans l'année 16 jours uniquement dédiés à la femme et à tout ce qu'elle traverse. Mais sinon, la violence faite aux femmes, c'est du 1er janvier au 1er janvier qui suit. Et j'aime bien cette période-là parce que tout le monde a les yeux rivés sur tout ce qu'on fait concernant les violences faites aux femmes. Il y a plus d'actualité, il y a plus d'activité, il y a plus de mouvements et ça ne peut qu'être favorable à la femme. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait n'a pas été virtuel cette fois-ci. Parce que j'ai passé mon temps à faire bouger les lignes sur Facebook et je me rends compte que concrètement, c'est pas ça. Je suis fatiguée d'avoir des likes. Je suis fatiguée qu'on m'identifie comme étant une activiste, une cyberactiviste en fait. Cyberactiviste, j'ai pas besoin d'être cyberactiviste. Moi, j'ai envie de voir les résultats de mon combat. Et donc, spécifiquement pour cette année, au-delà de quelques clins d'œil que je fais sur les réseaux sociaux, je suis allée au charbon directement, toucher ces personnes-là qui peuvent nous aider à aller loin dans notre combat. Donc j'ai participé à des panels, j'ai participé à des émissions, je suis allée rencontrer des avocats, des psychologues, tous les acteurs qui nous permettront de faire un pas en avant. Et c'est plus physique que virtuel. Peut-être qu'après je vais reporter ça sur le virtuel, mais bon, mon combat est, pour cette année, il n'est pas trop sur Facebook. Quoique je soutiens ce qui se passe sur Facebook en ce moment et les autres moteurs. Alors, cette année également, la Côte d'Ivoire a connu une vague de viols sur des enfants. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce fléau et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter? Alors, il n'y a pas que cette année. Je ne sais pas, mais la pédophilie, je ne sais pas si c'est peut-être parce que je suis ivoirienne, mais c'est un fléau qui est carrément mondial. Même dans les pays les plus développés aujourd'hui, la pédophilie fait rage. En Côte d'Ivoire, c'est grave. C'est vraiment grave. Il y a cette tendance à bâillonner la victime en fait. Il y a aussi le poids de nos traditions, il y a le regard de la société parce que quand on parle de pédophilie, tout le monde autour a tendance de façon inconsciente à accorder plus d'attention au coupable, à son honneur, à sa notoriété, qu'à la condition psychologique et physique de la victime. On dit, ah, parce que, je prends un exemple, quand ça se passe en famille, on dit, ah, n'allons pas sur ce terrain-là, il y a la honte dedans, il ne faut pas exposer le père, il ne faut pas exposer ci, il ne faut pas exposer ça, et on cache. La famille, contrairement à ce que les gens pensent, la famille est le premier frein dans la lutte contre la pédophilie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de sensibiliser les gens à parler. C'est de sensibiliser les gens à dénoncer et parallèlement à travailler pour qu'il y ait plus de répression. Franchement, aujourd'hui, on a une avancée au niveau des lois qui traitent de façon plus spécifique qu'avant le cas de la pédophilie et du viol. Mais on veut plus. On veut plus parce qu'il y a des freins. Il y a des freins et il y a des conditions de validation. Pourquoi je le dis?
On a du mal à accepter, par exemple, qu'une femme se fasse violer dans son ménage. Alors donc, on a une société qui a tendance, en fait, sous le joug de nos traditions, qui a tendance à protéger le bourreau. Il ne faut pas exposer la famille. C'est une honte de dire que tel père, tel oncle, tel cousin a violé X. On a une société qui a un regard vraiment condescendant sur la femme. La femme est un être sacré. Une femme violée est quelqu'un qui n'est pas forcément accepté dans les familles. Alors la femme cache le fait qu'elle était victime d'un viol pour que demain elle puisse être acceptée par une belle famille. On est dans une société où juridiquement on a du mal à prendre concrètement le cas d'une victime de viol ou de pédophilie parce qu'il y a un laxisme, ça je n'ai pas peur de le dire, je le dis toujours à chaque fois que l'occasion m'est donnée. Il y a une procédure qui est exacerbée dans ces différentes déclinaisons. Il faut aller faire tel truc médical, il faut passer par ci, il faut passer par là. Déjà que c'est difficile pour la victime de venir s'asseoir devant des gens pour avouer qu'elle a été violée, il faut aller très vite. Il faut aller très vite. Il faut éviter qu'il y ait plusieurs instances de dénonciation, qu'il y ait plusieurs instances de témoignage. Vous allez aller à la police, allez expliquer le cas au policier. Demain, vous allez à l'hôpital, vous expliquez à l'hôpital. Vous allez devant le juge, vous expliquez. Et tout le temps que dure la procédure, il faut à chaque fois se remémorer. Pensons un peu à la victime. Il faut vraiment penser à la victime. Et il faut encore, moi je dis qu'il faut avoir une loi spéciale, mais qui traite même en profondeur le cas de la pédophilie. Même à défaut d'être extrême, parce que des fois on a tellement mal qu'on va vers l'extrémité, mais il faut leur donner envie de ne plus jamais recommencer. Il faut des peines assez lourdes. Il faut des peines assez lourdes et il faut que le pédophile soit marqué mais dans son casier judiciaire et se voit perdre beaucoup de choses pour éviter même de penser ne serait-ce qu'une seule fois à aller vers un enfant. Voilà. Et il y a un groupe qu'on oublie. Il y a un groupe de victimes. Je parle de groupe parce que c'est assez spécifique. Les petites servantes qu'on va chercher dans les villages et qui viennent dans nos maisons et qui font l'objet de chats noirs, qui sont traitées avec humour. Moi, je dis non. Quand la fille vient travailler chez vous, ce n'est pas sur elle que votre premier fils va faire ses armes. Ce n'est pas sur elle que les garçons de la famille vont faire leurs armes. Votre mari, ce n'est pas son jouet. Il faut arrêter en fait. Il faut regarder le problème avec plus de responsabilité, plus de vérité et faire ce qu'il faut faire pour éviter qu'on soit autant en souffrance, quoi. Je parle bien évidemment des victimes. Alors, votre livre Regard de vérité, tome 1, est paru le 15 mai 2019. Le livre est inspiré d'une histoire vraie. De quelle histoire s'agit-il? Alors, c'est l'histoire de Mouya, c'est l'histoire de Léa, c'est l'histoire de Patricia, la mère de Léa, c'est l'histoire de la médecine, c'est l'histoire de la justice, c'est l'histoire du poids de nos traditions, c'est l'histoire de tout le paradoxe qu'on a à vouloir être une société moderne et qui quand même reste ancrée dans ces choses traditionnelles. C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui est violée par le mari de sa mère, qui est son beau-père, et l'histoire d'une maman qui a tellement été acculée par la société qui voulait l'avoir mariée, qui aujourd'hui veut tellement garder ce mariage qui est enfin arrivé, qu'elle n'a même plus Dieu pour sa fille qui se fait malmener par son mari. C'est l'histoire de toutes ces femmes qui se font battre et qui acceptent de rester dans le foyer parce qu'elles se disent que tous les hommes sont ainsi, il n'y a pas mieux dehors. C'est l'histoire de ces femmes qui portent une alliance pour paraître, pour être honorées et valorisées devant les gens, mais qui une fois les murs, les portes de leur maison fermées, vivent dans un enfer. C'est l'histoire de tous, c'est l'histoire de tout le monde. On voit ce que je raconte dans les Regards de vérité, c'est à tous les coins de rue en fait. C'est à tous les coins de rue qu'on rencontre ça. Alors, comment est constitué donc ce livre? Combien de chapitres on retrouve dans le livre? Quelle est la trame de ce livre? Alors, Regard de vérité a quelque chose de spécifique, c'est que Regard de vérité n'a pas de chapitre. À l'intérieur de Regard de vérité, il y a deux histoires qui s'imbriquent. Il y a la construction du récit, parce que je tiens à le préciser, j'ai initié, je ne dirais pas créé,
J'ai initié une plateforme d'écoute et d'entraide aux victimes de viols, violences et pédophilie. Et je tombe sur l'histoire de la petite Moya qui me bouleverse tellement que je décide de l'écrire. Mais en écrivant l'histoire de la petite Moya, ceux qui m'interpellent par rapport au contenu me disent que c'est trop poignant. Et je leur dis toujours qu'on ne peut pas écrire une histoire aussi poignante quand on n'a pas été soi-même victime de ce qu'on dénonce. Et donc j'ai été aussi victime de violences conjugales. Alors je raconte ma propre histoire. Et dans l'histoire de Moya, pendant que je raconte le viol de cette petite fille-là qui demande seulement à retrouver la connexion qu'elle a toujours eue avec sa mère. Parce qu'elle et sa mère étaient fusionnelles avant le mariage de sa maman. Et puis un jour, parce que sa mère était tellement occupée à lécher ses propres blessures, elle perd de vue sa fille. Et sa fille essaie de lui parler par les yeux, parce qu'ils ont toujours communiqué avec le regard. Elle dit à sa mère, regarde-moi dans les yeux, pour que je puisse te dire comment je souffre. Mais on ne peut pas voir la souffrance de quelqu'un quand on est soi-même en souffrance. Donc je dis aux femmes, en fait, il faut essayer de se libérer nous-mêmes de ce joug-là qui nous avilit. Il faut s'en libérer pour espérer avoir un impact positif sur nos enfants. Et à l'intérieur, comme je le disais, il y a l'histoire de la transformation du papillon depuis la chrysalide jusqu'à l'éclosion. Parce qu'il y a une histoire de développement aussi humain. Ça parle de la transformation. On meurt, on accepte de tout perdre et on renaît avec toutes ses facultés en fait. Il n'y a pas de chapitre, on a des dessins à l'intérieur qui sont liés. Parce qu'on parle de la chrysalide, on parle carrément de l'œuf, de la chenille, toute la transformation de la chenille au papillon qui est illustrée. On a 2 petits poèmes à l'intérieur de... C'est vraiment la jonction d'un copywriting et d'une vérité, d'une volonté. Comment on retrouve donc ce livre dans une librairie? Quels sont les signes distinctifs de ce livre? Alors, je me suis lancé un défi. Quand j'ai lancé les éditions Caméléon, j'ai fait le point de jonction entre ma passion pour le livre et mon métier de copywriter. Alors, je me suis dit, voici la chaîne éditoriale. Est-ce que je ne pourrais pas apporter cette touche de créativité? Je ne viens pas révolutionner les choses, je respecte mes dévanciers, mais je me dis que quand on se saisit d'un phénomène, il faut pouvoir apporter sa petite touche. Et donc, moi, quand je saisis un livre, c'est depuis sa page de couverture jusqu'à son contenu. Donc, il faut que la couverture même parle. Et je crois avoir réussi ça parce que les gens m'en parlent. On me dit, waouh, ton livre, on est tout de suite scotché quand on voit la couverture. On a envie de se dire... Est-ce que vous pouvez nous décrire cette couverture? C'est un crayonnage d'une aile de papillon. Pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit, à l'intérieur, il y a cette transformation, ce développement humain en fait, qui montre comment on peut partir de la chenille qui n'est pas un animal qui est le plus aimé, qui est pas beau en général, jusqu'à devenir ce papillon-là que tout le monde aime avoir dans son jardin en fait. Il y a cette évolution-là vers le meilleur. Et donc moi je crayonne cette aile de papillon-là sur le livre parce que je veux avoir ce petit signe distinctif. Je ne veux pas une photo, je ne veux pas ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Si vous parlez si bien du livre, de son contenu et de la forme, c'est que vous êtes aussi éditrice. Alors concrètement, vous avez créé Caméléon à Ouagadougou depuis 2019. Racontez-nous l'histoire donc de cette maison d'édition avec ce nom atypique. Alors les éditions Caméléon, comme ça s'appelle, je décide, moi, d'écrire. Et je me dis, je ne veux pas écrire pour être écrivaine. Je veux m'intéresser à la chaîne éditoriale. Alors, qu'est-ce que je peux apporter à cette chaîne-là? Qu'est-ce que je peux faire? Je prends le temps d'étudier, en fait, tout le mouvement éditorial. Et je me dis, quand j'écoute les gens, ils se disent, bon, on récupère ton livre, on le corrige, on le met en librairie. Je dis, non, moi, j'ai envie d'accompagner, en fait, les auteurs dans toute la chaîne. J'ai envie de me saisir avec eux de leur projet, de porter leur projet et d'enfanter avec eux ce bébé-là. En fait, à la limite, je vais essayer d'illustrer, être la sage-femme. Parce que dans le processus de l'accouchement, il y a la mère qui est contente de mettre au monde un bébé
Et il y a la sage-femme aussi qui réussit quelque chose à offrir, à aider cette mère-là à mettre au monde ce bébé. Et moi, c'est ça. Quand quelqu'un vient vers moi et me dit, écoute l'Amazon, je vais écrire un livre, souvent l'idée n'est pas matérialisée. J'aime bien récupérer cette idée-là, comme ce que je faisais en agence de communication, récupérer l'idée du client et avec le client travailler à donner un contenu, une forme à cette idée-là et offrir ça au monde. Et je décide de créer les éditions Caméléon parce que je suis une passionnée de lecture, j'aime tout ce qui est éditorial, tout ça. Comment je trouve le nom? Je demande à mes amis de me définir. Et il y en a qui me disent, tu es un caméléon. Quel que soit l'endroit où tu te mets, tu t'adaptes. Et il y en a qui me disent, tu es une lionne, tu as la rage de vaincre, tu es toujours, tu es battant, tout ça. Et on prend Caméléon. Et on crée les éditions Caméléon. Avant la création des éditions Caméléon, vous étiez copywriter dans l'agence de communication dont vous venez de parler tout à l'heure. Alors, ce métier, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a apporté dans votre nouvelle vie d'éditrice et d'auteur? Waouh! Je ne vais pas citer le nom de l'agence, sauf si vous me permettez. Mais j'ai été copywriter à Vodou Communication et c'est pour moi, je le dirai tout le temps, c'est encore pour moi l'occasion de dire merci à Fabrice Sawignon parce que je suis sortie de l'école, j'étais à Casablanca et je dis je vais rentrer à Abidjan. J'envoie une lettre à Fabrice, mais j'écris la lettre là, mais pas, je déteste tout ce qui est classique. Je n'ai pas voulu écrire un j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance. Je prends le tour, je dis Fabrice, je sais écrire, ma plume est incisive et je veux travailler pour toi. Je vais commencer par le bas parce que je sais qu'avec toi je peux. Et il est tellement touché par la spécificité de cette audace qu'il m'appelle tout de suite. Et quand je rentre à Vodou Communication, je suis en stage pendant 2 mois avant de signer mon CDI. Mais dès les premiers jours de stage, je suis totalement en immersion. On me met sur des grands projets. J'ai tout appris dans ce métier de copywriter. Et figurez-vous que je postule à Vodou Communication pour être journaliste. Mais quand je me présente à Fabrice Sawignon avec ma tête rouge à cajou, tout ça, j'ai gardé mon piercing, on m'a dit non, écoute, tu vas en entretien, il faut enlever. Je dis je suis comme je suis, on me prend ou on me laisse. Et j'ose me présenter devant ce patron-là, mais avec un truc vraiment, un look mais atypique, il me regarde, il me dit tu as quelque chose. Je dis quoi? Il dit va à la CREA. Je dis mais je ne sais rien du copywriting, le métier en français, concepteur, rédacteur, je ne sais rien. Il dit tu vas apprendre et je sais que tu peux. Et Fabrice m'a révélé. C'est à Vodou Communication que j'ai su que j'avais une puissance créative. C'est à Vodou Communication que j'ai su que j'avais en moi l'envie de partager. Je suis devenue, à la vérité, la véritable Amazon Wassawane durant mes 5 ans de vie professionnelle à Vodou Communication. Donc oui, tout ce que je fais aujourd'hui, même l'audace que j'ai de vous parler. Moi, je me rappelle au départ devant Fabrice, je n'arrivais pas à parler parce que j'étais beaucoup introvertie. Ayant trop souffert, je bégayais parce que j'étais déscolarisée 3 ans. J'avais perdu confiance en moi. Souvent en présentation, je ne sais même pas comment parler. Mais c'est à Vodou Communication que j'ai réussi à me faire la carapace, la personnalité que j'ai aujourd'hui. Mon audace, ma créativité, mes rêves, mes projets ont été, je vais dire, sublimés durant mon passage à Vodou Communication. Donc oui, mon métier de copywriter m'apporte beaucoup. Parce que quand je prends un projet, j'ai toujours tendance à me dire tout de suite où est ma différenciation. Et c'est à Vodou que j'ai appris ça. Un caméléon quitte la Côte d'Ivoire et débarque au Burkina Faso et il s'adapte. Comment vous vous adaptez au Burkina Faso? Je suis un caméléon, je suis une lionne et donc je joins tout ça et j'arrive dans ce pays-là qui m'offre tout ce que j'aime. Il est authentique. Il est authentique. Moi, je dis toujours aux gens ici, excusez-moi, mais quand je suis à Ouagadougou, j'ai l'impression d'être à Lakota ou à Divo avec quelques immeubles. Mais j'adore cette terre de latérite. Je prie qu'ils se développent un jour. Mais les Burkinabés sont restés purs. Les Burkinabés sont restés très attachés à leur culture. Ils sont restés très, très attachés à leurs valeurs. Et moi, j'en suis tombée littéralement amoureuse. Et quand j'arrive au Burkina Faso et je vois toute cette floraison culturelle, il y a toujours une date, il y a toujours quelque chose de culturel à faire, il y a toujours un programme culturel. Je dis, moi non, je reste ici. Je suis bien ici. Et donc je m'installe au Burkina. Et comme je ne suis pas du genre à aller vers les autres en voulant leur imposer ce que je suis,
Je suis un caméléon, j'arrive au Burkina, je prends les couleurs burkinabées, je me fonds dans leur environnement et je suis heureuse. Alors, vous définissez comme une activiste, une féministe. Quel terme préférez-vous entre les deux? Alors, activiste, bon, en fait, il y a tellement de concepts aujourd'hui qu'on se perd. Activiste parce que je prends la parole, parce que je suis engagée, ok. Féministe parce que je défends les femmes, je dis oui. Mais en général, je suis tout le temps en train de rappeler, d'exhorter mes consoeurs féministes à être un peu justes envers les hommes parce qu'elles ont tendance à livrer une guerre aux hommes. Moi, je dis non. Si être féministe, c'est être belligérante de la gente en face, je dis non. Moi, je prône le féminisme qui tient compte en fait des hommes. Parce qu'il ne faut pas, dans cet élan-là, créer une nouvelle forme de discrimination. Il ne faut pas tout faire sans tenir compte des hommes. Si au départ de l'évolution des choses, on tenait compte de la femme, on ne serait pas là à prôner le féminisme. Et nous, aujourd'hui, on a une lucarne. Tout ce qu'on fait, c'est de dire non, les femmes ci, les femmes ça, les hommes non. Non, je dis qu'il faut qu'on soit ensemble. La preuve, récemment, j'ai vu quelque part là un nouveau réseau d'hommes engagés dans la défense. Ça pour dire que les hommes, il y a des hommes qui sont féministes. Il y a des hommes qui défendent les femmes. Il faut qu'on accepte que le féminisme est, comment dirais-je, comment je dis, cette nouvelle façon de penser qui tient compte des droits de la femme et qui tient compte de son être en tant que personne humaine en fait. Il faut qu'on tienne compte de ça. Il ne faut pas voir le féminisme comme étant un clan de femmes contre les hommes. Moi, ça, je suis vraiment pas dedans. Alors, je me définirais plus même comme humaniste en fait. Je suis humaniste parce que dans mon combat pour les femmes, je ne mets pas de côté les hommes. C'est avec eux que je veux réussir ça. Alors, on va terminer avec vos rêves et vos projets. L'un de vos rêves, c'est de vulgariser, bien entendu, la lecture, l'amour du livre. Comment comptez-vous vous y prendre à l'ère du numérique aujourd'hui? Alors, moi, le numérique ne me fait pas peur parce que je sais que quelle que soit son évolution, si le papier suit, le papier aussi peut trouver sa voie pour évoluer. J'ai des projets. J'ai le plus grand projet de rendre le livre ludique, mais à fond. Et je vous dis, je n'ai pas peur de le dire ici parce que je dis aux gens, on peut me voler des concepts, mais on ne me volera jamais la vision. Quand je regarde quand je suis devant une émission comme The Voice, je me demande, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme ça pour la lecture? Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme ça pour le livre? Il y a beaucoup d'écrivains en herbe qui sont là. Est-ce qu'on ne crée pas un concept comme ça télévisuel pour les révéler? Oui, la plus belle voix et la plus belle plume. Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi nos télés ne peuvent pas acheter ça? C'est parce que les maisons d'édition ne pensent pas à ça en fait. Et moi, c'est dans ces choses-là que je suis. Et ça, c'est le métier de copywriter qui me permet de faire ça. Et quand je crée les éditions Caméléon, tout de suite, j'éclate carrément toute la chaîne éditoriale. J'arrive, je crée ce que j'appelle moi le comptoir du livre, l'agence du copywriter, qui me permet de vendre le copywriting sans obligation d'éditer chez nous, le graphisme sans obligation d'éditer chez nous, l'accompagnement, le coaching, tout ça. Donc tu peux venir à Caméléon avec ton projet, me dire, l'Amazon, je veux écrire sur la femme, mais je ne sais pas comment faire. Moi, je porte ton projet avec tous les experts qui travaillent en agence avec moi. Je récupère ton projet avec toi, on le conçoit, on t'aide à l'écriture, on a même des nègres qui peuvent réécrire écrire ton livre. Mais l'idéal, c'est que l'écrivain lui-même porte son projet. Et donc, on prend le projet avec toi, on est avec toi, on le développe, on le pense, on le peaufine, jusqu'à ce qu'il soit matérialisé. Et j'ai envie d'organiser, moi, des concours du livre. J'ai envie d'intéresser les enfants. J'ai pas mal de choses derrière. Si je veux commencer à les citer, on va pas s'en sortir. Mais le truc principal, c'est que l'Amazon Wassawané a fortement envie de présenter le livre autrement et surtout de coloniser le marché européen occidental.